L'alerte a retenti sur mon téléphone, une sonnerie stridente qui a figé la salle de conférence tout entière. Un seul regard sur le flux de sécurité et le monde que j'avais passé des années à protéger a basculé. Ma sœur Manon se tenait au milieu de mon appartement parisien, la lumière du soleil faisant scintiller les dossiers qu'elle avait sortis de mon coffre-fort. Elle n'était pas paniquée. Elle souriait, les brandissant comme des trophées. J'étais à 500 km de là, dans un bâtiment du ministère de l'économie et des finances, observant la trahison se dérouler en temps réel. Mon badge de fonctionnaire pendait à mon cou, mon pouls battait à tout rompre dans ma gorge. À cet instant, je n'ai pas crié. Je ne me suis pas précipité chez moi. J'ai simplement fixé l'écran en pensant, elle croit vraiment que les règles ne s'appliquent pas à elle. Alors, j'ai passé un appel discret, le genre d'appel qui ne se termine pas par des larmes, mais par des sirènes. Avant de vous raconter ce qui s'est passé lorsque ces sirènes ont atteint la porte d'entrée de ma famille, dites-moi, d'où m'écoutez-vous? Pour que je sache que je ne suis pas la seule à avoir appris que parfois, la justice doit commencer chez soi. Quand les gens imaginent les familles, ils pensent à la chaleur. La mienne paraissait chaleureuse de l'extérieur. 2 parents fiers, une jeune fille cadette solaire et moi, la discrète qui travaillait pour le gouvernement. Nous prenions des photos de Noël parfaites, le genre de cliché qui faisait dire aux voisins, vous avez tellement de chance de vous avoir les uns les autres. La chance n'avait rien à voir là-dedans. C'était une hiérarchie déguisée en amour. J'avais 30 ans, je travaillais de longues heures à la Direction générale des finances publiques, traquant des titres frauduleux sur des comptes internationaux. Je ne pouvais pas en parler. Ni des habilitations secret défense, ni des enquêtes, ni même des affaires que j'avais résolues. Mes parents supposaient que je déplaçais des papiers dans un bureau impersonnel. Quand les voisins demandaient ce que je faisais, ma mère, Valérie, souriait et disait « Chloé paie les factures d'électricité à Paris ». Je ne la corrigeais jamais. Expliquer la vérité à des gens qui avaient déjà décidé que je n'avais pas d'importance, c'était comme expliquer les couleurs à quelqu'un qui avait choisi de vivre aveugle. Manon était tout le contraire, lumineuse, bruyante, magnétique. Elle avait une façon d'occuper l'espace jusqu'à ce que personne d'autre ne puisse y trouver sa place. En grandissant, elle empruntait mes vêtements sans demander, s'attribuait le mérite de mes idées, et s'en sortait toujours en penchant la tête, en riant et en disant « Oh, ça ne dérange pas Chloé ». Si, ça me dérangeait. J'avais juste appris très tôt que le faire remarquer me donnait l'air jalouse. Nos parents adoraient cette version d'elle, charmante, ambitieuse, une future mondaine. Elle s'était mariée jeune avec Léo, un dentiste qui changeait de SUV tous les 2 ans. Leur maison avait une cuisine américaine et une cave à vin, le genre de choses que Valérie mentionnait comme des médailles de mérite. Chaque fois que je leur rendais visite, mon père, Stéphane, plaisantait, peut-être qu'un jour tu auras un vrai travail et que tu achèteras un endroit comme celui-ci. Je souriais, le même rictus étudié que j'utilisais lors des briefings ministériels quand les sénateurs m'interrompaient au milieu d'une phrase. Je n'étais pas amer. Du moins, c'est ce que je me disais. J'avais construit une vie qui avait un sens. Chaque dossier que je touchais au travail portait le poids de la confiance nationale. Chaque mot de passe, chaque test d'habilitation me rappelait que je portais plus de responsabilités qu'ils ne l'imagineraient jamais. Pourtant, il y avait des nuits où je m'asseyais dans mon appartement silencieux, faisant défiler leurs photos de groupe, avec des légendes pleines de cœur, et je ressentais cette même douleur sourde qui avait commencé des années auparavant. Celle qui vient du fait d'être sur la photo, mais de n'être jamais vraiment vue. 2 semaines avant que tout n'éclate, Manon m'a appelé à l'improviste. « Tu devrais venir dîner à la maison jeudi prochain », a-t-elle dit. « On fait quelque chose d'important, en famille seulement. » Son ton avait cette douceur mielleuse qu'elle utilisait quand elle voulait quelque chose. J'ai dit oui quand même. Peut-être qu'une partie de moi voulait encore croire que nous pouvions être normaux. Peut-être que je voulais juste cesser de me sentir comme une invitée dans ma propre famille. Le soir de ce dîner, j'ai conduit jusqu'à la maison de campagne de Valérie et Stéphane en Provence avec la même angoisse silencieuse qui accompagnait toujours les réunions de famille. L'allée était pleine. La berline de ma mère, le pick-up de mon père, le Range Rover blanc de Manon qui brillait sous la lumière du Porsche. À travers la fenêtre du salon, je pouvais déjà la voir se déplacer dans la salle à manger, riant, radieuse, comme l'animatrice de sa propre émission. À l'intérieur, l'air sentait le romarin et le vin. Valérie m'a serré trop fort dans ses bras, comme elle le faisait toujours quand elle était nerveuse. « Tu es là, ma chérie »
a-t-elle dit en jetant un coup d'œil à mon blazer. Toujours habillée comme une avocate, à ce que je vois. J'ai souri, j'ai posé la bouteille de vin que j'avais apportée et j'ai pris ma place au bout de la table. Le dîner a commencé normalement, bavardage, potin, nouvelles des enfants de Manon. Puis, au milieu du repas, elle s'est raclée la gorge. J'ai une nouvelle à vous annoncer, a-t-elle dit, ses yeux se tournant vers Léo. Nous avons fait un gros investissement. Pour les études des garçons, et peut-être même une maison au bord d'un lac plus tard. Stéphane rayonnait. C'est ma fille, ça, toujours à prévoir l'avenir. J'ai haussé un sourcil. Un investissement? Quel genre? Manon a souri, ce sourire narquois étudié qui n'atteignait jamais ses yeux. Tu verras. Elle a attrapé quelque chose à côté de sa chaise, et quand sa main est réapparue, elle tenait une épaisse pile de dossiers. Mes dossiers. Elle s'est levée, les tenant assez haut pour que tout le monde puisse les voir. J'ai trouvé tes petites économies, Serette. Pendant une seconde, j'ai cru avoir mal entendu. Puis j'ai reconnu les étiquettes, les numéros de série, les sceaux du trésor public, les fichiers exacts qui se trouvaient dans mon coffre-fort verrouillé. Stéphane a froncé les sourcils. Des économies? Qu'est-ce que ça veut dire? Apparemment, a dit Manon en riant, Chloé gardait un petit pécule de côté. De vieux certificats d'obligation, ou je ne sais quoi. Ne vous inquiétez pas, rien d'illégal, juste des fonds dormants. Elle les a agités en l'air comme des confettis. Valérie s'est penchée en avant, les yeux brillants de fierté. Chloé, c'est si prévenant de ta part. Tu as économisé tout ça pour tes neveux. Merci pour le fonds d'études, a ajouté Manon avec un sourire en coin. Mes parents rayonnaient de fierté. Je ne pouvais plus bouger. La pièce semblait trop petite, la lumière du lustre trop vive. Ma famille souriait devant des biens fédéraux volés, et aucun d'entre eux ne s'en rendait compte. J'ai réussi à articuler, où as-tu eu ça? Manon a haussé les épaules. Dans ton bureau. Tu devrais vraiment changer ta serrure, au fait. C'est un jeu d'enfant. Léo a eu un petit rire nerveux. Elle n'a pas tort. Si je trouvais un demi-million qui traînait, je ferais probablement la même chose. Valérie lui a donné une petite tape sur le bras. Ne la taquine pas. Chloé ne s'en formalisera pas. J'ai regardé chaque visage, l'un après l'autre. Personne n'a croisé mon regard. À cet instant, il ne s'agissait plus seulement des dossiers. Il s'agissait des années où j'avais été ignorée, rabaissée, incomprise. L'érosion lente d'être la personne fiable dans une famille qui ne remarquait que le bruit. Manon a glissé les dossiers dans son sac à main de créateur. On va s'assurer que cet argent travaille pour la famille, a-t-elle dit. Tu me remercieras plus tard. J'ai repoussé ma chaise, le son sec dans le silence. Profitez bien de votre dîner, ai-je dit doucement. J'ai quelque chose à régler. Personne ne m'a arrêté alors que je sortais. L'air nocturne à l'extérieur était assez vif pour piquer la peau. Je suis resté sur le porche pendant une minute entière, écoutant les rires qui s'échappaient encore des murs, comme s'ils appartenaient à un autre monde. Mes mains étaient stables quand j'ai sorti mon téléphone. Des années d'entraînement en avaient fait un réflexe. Je n'ai pas argumenté. Je ne suis pas retourné à l'intérieur. J'ai juste fait défiler mes contacts jusqu'au numéro sécurisé intitulé « Nicolas, DGFIP interne » et j'ai appuyé sur « Appeler ». Nicolas, mon superviseur, a répondu d'une voix sèche. « Je dois signaler une faille de sécurité », ai-je dit. Catégorie 1, bien de l'État en possession d'un civil. La pause à l'autre bout du fil fut brève mais lourde. « Tu en es certaine ? » J'ai vu les images moi-même, ai-je répondu. Le sujet m'est connu. Lien de parenté, sœur. Les mots semblaient chirurgicaux, détachés, mais mon pouls battait la chamade en dessous. Il a expiré. Suis le protocole. Je vais mettre l'IGF et la brigade financière dans la boucle. Ne bouge pas jusqu'à nouvel ordre. Compris. J'ai raccroché, puis j'ai transféré les images de ma caméra de sécurité sur le canal crypté. Le visage de Manon remplissait l'écran, souriant, forçant la serrure, soulevant les dossiers. La preuve était nette, irréfutable. Pour la première fois de la soirée, j'ai pris une profonde inspiration. Le froid mordait à travers mon blazer,
mais il me ramenait à la réalité. À l'intérieur, j'entendais encore le cliquetis des couverts, le rire doux de Valérie. La voix de Manon, portant ce même triomphe mielleux. J'ai murmuré pour moi-même, tu pensais vraiment que j'allais me taire pour toujours. En rentrant chez moi, la route se transformait en traînée de lumière rouge et blanche. Mon téléphone a de nouveau vibré. L'agente spéciale Sophie Dubois, de l'Inspection générale des finances. Mademoiselle, nous avons reçu votre rapport. Les obligations sont maintenant signalées dans la base de données de l'État. Une équipe interviendra ce soir. Bien reçu, ai-je dit. Ils sont à la résidence de mes parents. Je coopérerai pleinement. Sa voix s'est adoucie d'une fraction. Nous savons que ce n'est pas facile. C'est nécessaire, ai-je répondu. Le temps que j'arrive à mon appartement, l'adrénaline s'était transformée en quelque chose de plus froid. Je me suis versé un verre d'eau, j'ai contemplé les lumières de la ville et j'ai rejoué la scène du dîner dans ma tête. Leur sourire, la trahison désinvolte. En rejoignant la DGFiP, j'avais prêté serment, un serment qui signifiait suivre la loi au-dessus des liens personnels. J'avais toujours pensé que c'était une formalité, quelque chose que l'on n'aurait jamais vraiment attesté. Jusqu'à maintenant. J'ai regardé l'horloge. 21h07. L'équipe d'intervention serait bientôt en route. Dans le silence, j'ai imaginé la scène inévitable, les coups à la porte, la confusion, la prise de conscience. Pendant des années, ma famille avait pris mon silence pour de la faiblesse. Ce soir, ils allaient apprendre ce que le silence signifiait vraiment. Avant de me coucher, j'ai envoyé un dernier message à l'agente Dubois. Je serai à la résidence demain matin pour ma déposition. Confirmez quand la situation sera sécurisée. Sa réponse est arrivée quelques secondes plus tard. Compris. Équipe en route. J'ai posé le téléphone, face contre la table, j'ai expiré et j'ai laissé le poids de mon choix s'installer. Ce n'était pas de la vengeance. C'était une question de responsabilité. Et au matin, la loi frapperait déjà à leur porte. Le lendemain matin, la nouvelle est tombée avant le lever du soleil. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Alertes internes de la DGFiP, confirmation de la base de données, approbation de procédure. Le système avait fait ce pourquoi il était conçu. Les obligations étaient officiellement marquées comme des biens de l'État volés. Leur numéro de série avait déjà déclenché des alertes automatiques sur tous les réseaux financiers du pays. Mais je n'ai pas consulté les rapports. Je n'en avais pas besoin. Je savais exactement où les agents se rendaient et ce qu'ils allaient trouver. À 19h ce soir-là, j'étais de retour en Provence, me garant dans l'allée de mes parents. Le même Range Rover brillait sous la lumière du porche, les mêmes rires flottaient par la fenêtre de la salle à manger. Pendant un instant, j'ai absurdement pensé que rien n'avait changé, que le monde pouvait encore remonter le temps de 12 heures. J'ai frappé une fois et je suis entré. Le dîner était déjà en cours. Manon était de nouveau radieuse, vêtue de quelque chose de soyeux, ses cheveux parfaitement bouclés. Valérie s'est retournée, surprise. « Chloé, nous ne pensions pas que tu reviendrais. » J'avais une affaire à terminer, ai-je dit tranquillement, en prenant le siège en face de Manon. Son sourire narquois a vacillé, mais n'a pas disparu. « Tu t'es calmé ? Écoute, si c'est pour les obligations, ne panique pas. J'ai parlé à un conseiller. Il a dit que ce sont des certificats d'antiquité qui valent peut-être 10 000 €. On les encaissera la semaine prochaine. On réinvestira. Arrête. » Ma voix a tranché le bruit de la table comme du verre qui se brise. Vous n'encaisserez rien du tout. Stéphane a froncé les sourcils. Chloé, ma chérie, ce n'est pas la peine de prendre ce ton. C'est tout à fait la peine, ai-je dit. Ce ne sont pas des certificats d'antiquité. Ce sont des obligations aux porteurs émises par le Trésor public français. Des titres fédéraux, enregistrés, suivis. Léo a cligné des yeux. Attends. Fédéraux ? D'une valeur d'un demi-million d'euros, ai-je ajouté. Volés dans un coffre-fort classifié. L'air est devenu immobile. Même l'horloge de la cuisine semblait retenir son souffle. Manon a ri, un peu trop fort. Tu plaisantes. Non. Et alors ? Tu crois que j'ai volé le gouvernement ? Ma propre sœur ?
Je ne crois pas, ai-je dit. Je le sais. Les images sont déjà en possession des autorités. La main de Valérie tremblait sur son verre de vin. Chloé, ma chérie, il y a sûrement un moyen de régler ça en privé. Elle n'a pas mal compris. Elle s'est introduite dans une résidence sécurisée, a contourné une serrure électronique, a ouvert un coffre-fort et a pris des instruments protégés. Ce n'est pas un malentendu. La voix de Manon s'est élevée, désespérée. Ils étaient juste là. Tu ne les utilisais pas. Tu ne dis jamais à personne ce que tu fais. Comment j'étais censé savoir? C'est ça, une habilitation, Manon, ai-je dit. Tu n'es pas censé savoir. Le son qui a suivi n'était pas le tonnerre, mais il en avait la force. Des coups puissants ont secoué la porte d'entrée. 3 coups, puis la voix d'une femme, inspection générale des finances, ouvrez la porte. Toutes les têtes se sont tournées vers moi. Je suis restée assise. C'est pour toi. Manon était figée. Tu n'as pas fait ça. Je n'ai rien dit. Stéphane s'est levé de table. Je vais voir qui c'est. Avant qu'il n'atteigne la porte, celle-ci s'est ouverte sur un groupe d'agents en veste noire. IGF était imprimé en jaune. En tête se trouvait l'agente spéciale Sophie Dubois, ses accréditations en évidence, le ton sec et calme. Bonsoir. Nous avons un mandat fédéral pour Manon Whitman. Valérie a eu un hoquet. Quoi? C'est absurde. Le regard de l'agente Dubois n'a pas vacillé. Madame Whitman, vous êtes en état d'arrestation pour vol de biens de l'État, contournement de mesures de sécurité fédérale et tentative de fraude sur titre. La fourchette de Léo est tombée sur son assiette avec un cliquetis. Oh mon Dieu! Manon s'est levée si vite que sa chaise est tombée en arrière. Vous ne pouvez pas être sérieux. C'est ma sœur. Ce qui rend les choses pires, ai-je dit doucement. 2 agents se sont avancés. Manon a tenté de reculer, mais Dubois a repris la parole, sa voix stable comme le fer. Les mains où nous pouvons les voir. Maman, fais quelque chose. A hurlé Manon. Valérie la fixait, pâle et tremblante. Manon, l'agente Dubois lui a lu ses droits pendant que les menottes se refermaient. Le claquement métallique a retenti plus fort que n'importe quelle dispute que j'avais jamais eue dans cette maison. Chloé, a dit Stéphane, la voix brisée. C'est ta sœur. C'est aussi une délinquante fédérale, ai-je répondu. Et je suis une employée assermentée du Trésor public. Si je ne l'avais pas dénoncée, j'aurais été accusé de complicité. Dubois a ramassé le sac que Manon avait laissé tomber. À l'intérieur se trouvaient les dossiers, toujours scellés. Elle en a ouvert un, a vérifié les numéros de série et a hoché la tête. Les 3 sont récupérés. Bon travail de signalement, mademoiselle. J'ai croisé son regard. Je ne fais que mon travail. Ils ont emmené Manon vers la porte. Elle s'est retournée, son mascara coulant, sa voix se brisant. Chloé, s'il te plaît, ne les laisse pas m'emmener. Dis-leur que c'était une erreur. Je me suis levé. Ça a cessé d'être une erreur quand tu as franchi ma porte. La porte moustiquaire s'est refermée derrière eux. Dehors, des lumières rouges et bleues dansaient sur la pelouse givrée. Pendant un long moment, personne n'a parlé. Le seul son était les sanglots étouffés de Valérie. Stéphane a finalement murmuré, « Comment as-tu pu ?» Je l'ai regardé, imperturbable. « Comment avez-vous pu ne jamais me croire ?» Il a tressailli. Pierre s'est raclé la gorge, la voix basse mais assurée. Elle a fait ce qu'il fallait. Léo s'est affalé sur sa chaise, fixant son vin intact. Juste ou pas, nos vies sont finies. Non, ai-je dit. Juste enfin honnête. Dubois est réapparu à la porte. Mademoiselle, les obligations seront enregistrées au siège ce soir. Nous aurons besoin de votre déposition formelle demain matin. J'y serai, ai-je dit. Elle a fait un simple signe de tête, puis a disparu dans la nuit. Je me suis retourné vers mes parents. Ils semblaient plus petits, comme si la vérité leur avait enlevé des années. Vous vouliez croire qu'elle ne pouvait rien faire de mal, ai-je dit. Maintenant, vous voyez ce que ça coûte. Personne n'a répondu. Quand les sirènes se sont évanouies, je suis sorti. L'air était froid et brut.
De l'allée, je pouvais encore voir le reflet des gyrophares disparaissant au bout de la route. Je ne me sentais pas triomphante. Je ne me sentais pas désolée. Je me sentais juste libre. Parce que pour la première fois, le silence dans cette maison n'était plus à moi de le porter. Le procès est arrivé plus vite que prévu. En quelques semaines, les images de mon appartement ont été versées au dossier. Haute définition, horodatée, implacable. Le visage de Manon remplissait chaque image, forçant la serrure, ouvrant le coffre, soulevant les dossiers avec ce même sourire triomphant. Son avocat a tout tenté. Il a prétendu qu'elle pensait que les documents étaient des actifs familiaux, qu'elle ne comprenait pas leur valeur. Mais les numéros de série et les registres internes ont anéanti cet argument. Au tribunal, j'étais assise derrière la table du procureur, les mains croisées, le dos droit. Je n'étais pas là par vengeance. J'étais là pour finir ce que le devoir avait commencé. Quand le verdict est tombé au coupable sur tous les chefs d'accusation, Manon a sangloté si fort qu'elle pouvait à peine respirer. La voix du juge est restée calme en lisant la sentence. 12 ans en maison centrale, 500 000 € de dédommagement, 150 000 € d'amende. Valérie pleurait doucement dans la galerie. Stéphane fixait le sol, les lèvres blanches et pincées. Léo ne s'est pas montré les derniers jours du procès. Il avait déjà demandé le divorce. Quand les gardes ont emmené Manon, elle a jeté un dernier regard par-dessus son épaule vers moi. Je n'ai pas détourné les yeux. J'avais déjà dit tout ce que j'avais à dire en choisissant de dire la vérité. Après la sentence, je suis sorti sous le pâle soleil d'hiver. Les marches du palais de justice semblaient interminables, mais chacune allégeait le poids que j'avais porté pendant des années. J'ai pensé à toutes les fois où j'avais été invisible à cette table familiale, ignorée, contredite, oubliée, et j'ai réalisé que faire ce qui était juste ne m'avait pas rabaissé. Cela m'avait enfin rendu visible. 3 ans plus tard, j'ai été promu analyste superviseur senior à la DGFiP. Je dirigeais une équipe de 12 enquêteurs, travaillais avec des agents de 6 pays et j'ai reçu une distinction pour avoir récupéré près de 300 millions d'euros de titres volés. Lors de la cérémonie, le ministre m'a serré la main et a dit « Une intégrité comme la vôtre est ce qui fait la cohésion de cette administration ». Mes parents ne sont pas venus. Je ne m'y attendais pas. Manon écrit toujours de prison. Parfois des lettres pleines d'excuses qui glissent vers des demandes, recommandations pour une libération conditionnelle, de l'argent pour le dédommagement. Je les garde dans un tiroir, non ouvertes. Certaines leçons doivent être apprises à la dure. Les gens pensent que la justice est quelque chose de bruyant et de satisfaisant, comme une fin de film sous les applaudissements. Ce n'est pas le cas. C'est silencieux. C'est comme respirer à nouveau. 3 ans plus tard, mon appartement semble différent. Plus propre, plus calme, serein. Le nouveau système de sécurité, celui que la DGFiP a payé pour installer après l'affaire, bourdonne doucement. Parfois, je me tiens près de la fenêtre la nuit, regardant les lumières de la ville, pensant à quel point le silence me blessait autrefois. Maintenant, c'est la paix. Mes parents ont toujours un double des clés. Ils ne l'ont jamais utilisé. C'est peut-être leur version de la distance, ou du regret. Quoi qu'il en soit, j'ai cessé d'attendre qu'ils comprennent. Les gens me demandent encore si je regrette de ne pas avoir géré les choses différemment. Je leur dis, non. On peut pardonner à quelqu'un sans l'excuser. On peut aimer sa famille et tracer une ligne qu'elle ne pourra jamais franchir. Si vous avez déjà eu à choisir entre votre famille et ce qui est juste, je sais à quel point ce choix est lourd. Mais croyez-moi, faire ce qu'il faut ne vous détruira jamais. Cela ne fait que révéler qui était prêt à vous détruire en premier. Si cette histoire vous a touché, partagez-la vôtre ci-dessous.